Elle a fait 600 000 $ canadiens en un an sans stratégie marketing. L'année d'après, elle a failli tout arrêter. Dans cet épisode, je reçois Mélisa Baudry, créatrice de Maison Baudry et mentor, qui va te partager pourquoi plus tu performes, plus tu t'épuises et comment sortir de ce piège. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Bienvenue sur Empire Identity, merci Mélisa Baudry, mentor et créatrice de Maison Baudry. Je suis tellement heureuse que tu as accepté cette invitation. Tu as un empire merveilleux sur lequel j'aimerais qu'on discute. Je sais qu'on va parler bien évidemment davantage de la femme qui tient cet empire davantage plutôt que l'empire en lui-même. Mais justement, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi et que tu puisses partager plein de choses avec notre audience aujourd'hui. Merci tellement de ton accueil. Je pense qu'on était très excités toutes les deux de faire ce podcast-là ensemble. J'ai très, très hâte. Je pense que le sujet tombe à point. Il y a eu tellement de choses qui ont modifié, en fait, justement, dans cette entreprise-là, dans cet empire-là, dans cette identité-là. Fait qu'on peut pas mieux tomber qu'aujourd'hui pour faire cet enregistrement-là. Exactement, parce qu'en plus, il a été prévu un peu en amont. Et finalement, Oui. aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un parfait moment pour toi. J'aimerais bien te poser une première question dans le vif du sujet. Je sais que tu parles beaucoup d'identité, who I am, etc. C'est quoi pour toi la vraie définition de l'identité? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, et j'aime bien connaître parfois celle que tu as précisément, parce que par rapport à la définition qu'on va avoir derrière le mot, ou la posture, ou le concept d'identité, en fait, le podcast va être complètement différent. L'épisode va être complètement différent. Je suis contente que tu commences avec cette question-là parce que je pense que si tout le monde avait cette bonne définition-là, on économiserait du temps et de l'énergie et probablement des détours qu'on fait, quoique tout est pertinent dans notre parcours de vie, je pense. Mais là où j'aimerais t'amener, c'est peut-être plus entre la différence entre c'est quoi une identité et c'est quoi une personnalité. Une identité pour moi, là, c'est vraiment, je vais appeler ça comme ça, mais là, faites attention à mes termes, là. Allez-y avec, voyez ça comme un gros buffet, puis prenez ce qui fait du sens pour vous. Parce que pour moi, l'identité, c'est vraiment un peu comme notre code source. C'est un peu comme notre ADN. C'est ce qu'on est venu incarner ici sur Terre. Puis moi, je me dis souvent que quand on arrive avec le voile de la naissance, c'est comme si on oublie une partie de qui on est. Puis notre travail, notre grande mission, c'est de reconnecter avec ça. Puis je suis certaine que tu as déjà vécu ça toi aussi. Il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on a des feelings ou des ressentis qu'on fait « Ah, il me semble que je serais faite pour plus grand. Il me semble qu'il y a quelque chose qui m'attire ailleurs. Il me semble que j'ai une intuition. » Ça, là, c'est notre identité qui nous appelle à reconnecter à elle. Donc, c'est vraiment ce qu'on est destiné à être. À côté de ça, on va forger une personnalité. Donc, à partir de ce qu'on devrait être et qu'on n'assume pas totalement pour toutes sortes de raisons, je pense qu'on les connaît toutes, hein? Le peur d'être jugé, la peur d'être mis de côté, la peur de pas s'assumer, bref, les peurs, on pourrait en lister une et une autre. Mais la personnalité va vraiment être des masques qu'on va ajouter par-dessus notre identité pour être capable d'affronter le monde. Alors souvent, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas devant son identité, mais on est bien devant sa personnalité. Parce qu'elle va utiliser un rôle, elle va utiliser quelque chose qu'elle a mis en place, un mécanisme pour se protéger. Et souvent, cette personnalité-là va être construite à travers toutes les expériences de vie qu'on va avoir. À un moment donné, cette personnalité-là devient lourde à porter. C'est comme si on a l'impression qu'on a un costume puis qu'on doit jouer un personnage, puis que ce personnage-là nous colle plus nécessairement à la peau. Puis là, on va arriver avec ces grandes questions-là de dire, mais comment ça donc que j'ai le travail que j'ai toujours voulu, que j'ai la famille, que j'ai ci, que j'ai ça, et que pourtant, malgré tout ça, je suis pas heureuse. J'ai toujours l'impression d'être on the edge, mais il me manque un petit quelque chose. C'est que vous êtes dans votre personnalité, non pas dans votre identité. Et à ce moment-là, ça va être intéressant de faire un processus, comme moi j'ai fait il y a 30 ans, d'embarquer dans ce processus-là, de dire, OK, mais je suis qui réellement moi? Qui j'ai vraiment envie d'être si j'enlève tous ces masques-là? Si j'enlève la peur que ma mère m'abandonne, que ma famille me rejette, que mes amis m'aiment plus, que j'ai pas de likes sur les médias sociaux? Qui j'ai envie d'être malgré tout ça? Parce qu'elle est là, la grande valeur, et c'est à ça qu'on doit connecter. Fait que je sais pas si ça te met plus en dimension ce qu'est une identité pour moi versus une personnalité, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Moi, j'appelle ça l'identité profonde, c'est-à-dire que c'est celle qui a toujours été là. Et après, il y a les identités qu'on va se créer dans notre quotidien et qu'on va aller chercher aussi, et qui du coup, très parfois, vont devenir des personnalités davantage que des identités. C'est hyper parlant. J'aimerais parler d'un moment crucial. Donc, l'audience qui nous écoute, c'est une audience qui fait déjà 100 000 € au moins par an, qui a envie d'aller vers le demi, voire le million annuel. Et cette audience-là, parfois, on n'a pas vraiment conscience que le frein peut être à ce niveau-là
d'identité. Je sais que dans ton quotidien, cette identité d'entrepreneur était toujours là, hein. Tu as raconté une anecdote la dernière fois dans l'événement dans lequel je t'ai rencontrée. L'anecdote de quand tu étais petite et que tu allais vendre des feuilles dans ta communauté autour de chez toi. Donc, c'était déjà présent. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes qui sont déjà en train d'être dans leur identité d'entrepreneur, mais qui ont envie d'atteindre, comme tu l'as dit, plus grand, qui sentent qu'elles sont faites pour plus grand, qui sentent qu'elles sont faites pour plus, mais qui aujourd'hui, dans la situation dans laquelle elles sont en train de s'épuiser peut-être qu'elles prennent des chemins où elles voient pas vraiment la possibilité de voir plus grand. Qu'est-ce que tu as à leur partager? Est-ce que tu as vécu des choses de ce type-là? Et est-ce que tu as vécu aussi ce moment où tu te sentais un petit peu emprisonnée dans ce que tu avais créé? Oh mon Dieu, tellement. L'année 2025, je me suis mis dans une boîte, mais je te dirais que 2020, 21, 22, 23, mon entreprise de coaching a explosé. Avant ça, avant la COVID, j'étais styliste et mon entreprise a aussi explosé. Et je me suis dit, pourquoi ça l'a explosé autant? Puis souvent, c'est une question qu'on me posait, mais Mélisa, comment tu fais? Comment tu fais pour vendre des offres qui sont des offres mystères, que les femmes savent même pas ce qu'elles vont acheter, mais ils achètent à coups de centaines? Puis je me disais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais finalement, j'ai fini par le savoir. C'est que j'ai toujours marché à coup d'intuition, sans remettre en question mon feeling. Je t'explique, puis peut-être que pour celles qui sont hyper structurées, puis qui sont hyper perfectionnistes, puis qui attendent le bon moment et tout ça, peut-être qu'ils vont se sentir un peu challengés par ce que je vais dire. Mais moi, à toutes les fois où je me suis dit, oh mon Dieu, mais il faut trop que je parle de ce sujet-là, c'est tellement important, je me suis pas dit, est-ce qu'il fit dans mon calendrier marketing? Est-ce que ça fonctionne dans la série d'infolettes que j'ai créée? C'était là que ça se passait. Puis même si à un moment donné, c'était difficile pour mon équipe de me suivre parce qu'une journée, je bondissais sur une idée, le lendemain, je bondissais sur une autre. Fait que j'ai dû m'entourer de gens qui étaient capables de rebondir quand moi, j'avais envie de le faire. L'année où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires, qui était tout près de 600 000, je n'avais aucune stratégie marketing. Aucune stratégie marketing. Puis jamais j'ai eu de gens qui m'ont aidé au niveau marketing, au niveau quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'entendais toujours cette phrase-là. Ouais, mais tu sais, si tu veux faire ton million annuel, tu dois avoir des stratégies marketing. Si tu veux faire ton million annuel, faut que tu mettes des choses en place. J'ai embarqué dans cette game-là, puis je suis pas en train de dire que les coachs entrepreneurs ou quoi que ce soit, ça n'a pas sa place, mais moi, c'est venu m'éteindre complètement. Alors, j'ai mis mon intuition de côté. J'ai arrêté d'écouter ce que mon cœur disait, ce que la petite fille, ce que la petite Mélisa voulait faire tourner sa petite robe, se trouver belle, avoir du plaisir. J'ai mis le fun de côté et j'ai commencé à penser juste avec ma tête. Combien ça va me rapporter? Combien je vais en vendre? Combien il faut que j'aille de personnes dans ça? Combien... Ça a été la pire année de toute ma vie. 2025, qui a été quand même un beau chiffre, là, tout près de 500 000 Canadiens pour mon année. Par contre, c'était l'année où je me suis littéralement épuisée. Et il y a à peine quelques mois, j'ai même dit à mon conjoint, est-ce que je peux prendre ma retraite? Parce que ça fait 3 fois que je me dis, est-ce que je mets la clé dans la porte? Tellement que je suis fatiguée. Fatiguée de regarder mes statistiques, fatiguée de regarder combien de personnes likaient mes affaires, fatiguée de savoir... je me réveillais la nuit, là, puis je te compte pas des blagues, je me réveillais la nuit en me disant « Oh mon Dieu, mais je pourrais peut-être faire un post là-dessus. » Je prenais des notes dans mon téléphone. J'étais toujours dans la performance et je suis devenue dans le manque. Je me sentais vide intérieurement. J'avais l'impression que tout était lourd, que plus rien avait de sens. Puis je me disais « Mais voyons donc, mais qu'est-ce qui m'arrive? » Puis, on était beaucoup dans l'espèce de thinking de se dire, ben, on est en année 9, on finit plein de dossiers, on ferme des choses. Et finalement, je pense que j'ai vraiment expérimenté ça, de se connecter pleinement à l'énergie du manque, de se connecter pleinement aussi à l'énergie masculine, de faire abstraction de tous mes désirs, ma fantaisie en me disant, ben non, ça n'a pas sa place en entrepreneuriat pour être capable de l'enseigner aujourd'hui et d'ouvrir la porte sur cette discussion-là. Fait que je pense que si vous avez envie de toucher le million, faut juste avoir ce désir-là, mais aussi se demander pourquoi. Parce que les médias sociaux, là, c'est devenu un nouveau diplôme. Hein? Plus qu'on fait d'argent, plus qu'on est reconnu. Et pourtant, il y a bien du monde qui font beaucoup, beaucoup d'argent et qui ne sont pas nécessairement reconnus parce qu'elles ne le nomment pas. Puis moi, j'ai fait cette erreur-là une fois. En fait, une erreur, je suis pas sûre que ça l'était, de nommer sur les médias sociaux que je gagnais entre 50 et 60 000 par mois canadiens, puis que j'avais tout près de 2,4 millions de faits en à peu près 5 ans, pas tout à fait 5 ans. Et je me suis fait ramasser sur Reddit, je me suis fait détruire, je me suis fait dire que je plagiais, que je mentais, que
C'est fou comment est-ce qu'une femme qui apprend à s'aimer, puis je vais le dire aujourd'hui, je m'aime, je suis riche, je suis pleinement amoureuse de ma vie, de mon conjoint, de tout ce que j'ai créé. Mais malheureusement et tristement, c'est quelque chose qu'une femme ne peut pas nommer sur les médias sociaux. Et moi, en 2026, je vais le faire. Je vais le faire pour toutes Ah, celles qui n'ont pas le courage peut-être en ce moment de le faire, mais pour montrer que c'est possible. Parce qu'on travaille une vie complète à s'aimer. J'ai été tellement longtemps à me détester, à trouver que j'avais pas ce qu'il fallait, à être dans une vie qui me ressemblait pas, qu'aujourd'hui, je suis rendue fière de ce que j'ai réalisé et j'aurais pas le droit de le dire. Mais c'est à quel moment qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on est? À quel moment on a le droit de dire qu'on fait de l'argent et que c'est OK? Que c'est pas malsain d'aimer l'argent, qu'on n'a pas des mauvaises valeurs pour autant. Moi, c'est ma fille qui en profite, c'est ma famille qui en profite, c'est des gens que j'embauche qui en profitent, c'est mes clientes qui en profitent. Il n'y a pas que moi qui s'assoit avec mes magots en me disant « Oh mon Dieu, je suis riche, personne va en profiter. » Tout le monde en profite, même celles qui utilisent mes enseignements en profitent. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je dirais à ta communauté de se connecter avec le cœur. Quand on fait les choses de façon intentionnelle et non pas par peur du manque, le déclic se fait toute seule. Et moi, je dis toujours à mon monde, le quand et le comment, puis là, excusez, je vais dire une phrase assez crue en québécois, mais le quand et le comment, c'est pas tes crises d'affaires. Ça, ce que ça veut dire, c'est reste fidèle à ta vision, reste intentionnel dans ce que tu fais, qui est de servir ton prochain. C'est un peu une façon, ça a l'air un peu catholique ce que je dis, mais tu comprends hein, ce que je veux dire? D'être disponible pour cette mission-là qu'on a à l'intérieur de servir. En fait, je pense que c'est un peu ça. Le quand et le comment, le reste va se placer dans l'univers. C'est un timing divin. Comme on se disait tantôt, on s'est rencontrés en octobre dernier et là, on enregistre le podcast beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait un timing divin et c'est exactement comme ça. On n'aurait pas eu la même conversation, on n'aurait peut-être pas eu même les mêmes étincelles dans les yeux qu'aujourd'hui. Donc, je pense que tout a sa place, mais quand on veut être dans le contrôle, dans la performance et dans la prévoyance de tout ce qui pourrait arriver, on s'épuise littéralement et on se déconnecte de notre magie, on se déconnecte de notre identité et là, les gens le ressentent et ils ouais. vont chercher un intérêt ailleurs. Complètement. Dans ce que tu partages, il y a un point que j'entends. Il y a un peu cette idée d'aller trop à l'outrance d'un côté comme de l'autre, d'aller à Ouais, l'outrance de cette performance, et du coup de perdre ta partie intuition, intentionnelle aussi, et de faire les choses juste par envie de performer, au lieu de faire les choses par joie et parce que ça résonne, ça vibre à l'intérieur de toi. Et en même temps, j'accompagne aussi des femmes qui sont allées dans l'autre sens, aller à l'outrance de tout n'est qu'intuition, tout n'est que signe, tout n'est que spirituel. Et du coup, tu en perds la possibilité de grandir toi-même. Parce qu'en fait, on est fait pour chercher l'équilibre entre les deux. Moi, j'aime bien dire que l'équilibre, c'est comme un peu sur un vélo, tu sais. Il faut toujours ouais, faire plein de petites choses, être dans le mouvement, être dans l'action pour le trouver. Tu l'as pas en étant dans ta tête et en réfléchissant. Tu l'as en faisant des choses, en te mettant en mouvement, en créant des choses. Et pour moi, c'est la même chose avec ces deux énergies. Donc, on parle un peu d'énergie masculine, l'énergie féminine, énergie masculine de la performance, des statistiques, très structure, carré, tout ça, et l'énergie féminine plus l'intuition, la partie de connexion, la vibration, la joie. Et pour moi, c'est l'équilibre des deux. C'est la recherche d'avoir ces deux parties-là. Je sais que je pense, tu vois, directement à une cliente qui a un associé. Cet associé est vraiment ultra dans cette partie hyper masculine et elle est très dans cette partie féminine. Donc ça fonctionne parce qu'elle, elle est oui, vraiment beaucoup dans cette partie féminine et lui beaucoup dans cette partie masculine. Mais si toute seule, à la tête de ton empire que tu veux créer, pour avoir beaucoup d'impact. Comme tu l'as dit, parce que l'empire auquel je parle, moi, c'est pas juste un empire où tu veux beaucoup d'argent, c'est vraiment un empire dans lequel tu vas avoir de l'impact, de la durabilité et quelque chose de sain, parce que si c'est durable, c'est sain derrière, parce que tu veux t'assurer que justement, ça va servir pendant longtemps. Et quand tu veux ça, si tu es déséquilibré d'un côté comme de l'autre, tu vas finir par soit t'épuiser parce qu'en effet, tu es trop dans le masculin, trop dans la performance, et donc t'en perds la vibration, hein, ce que tu dis, les étoiles dans les yeux, le fait d'être heureuse, d'avoir la joie, tout comme tu devais l'avoir quand tu étais jeune et que tu allais vendre les belles les feuilles. feuilles d'automne. Oui. Et en même temps, il y a l'autre côté, il y a la partie intuitive. Si tu l'oublies, ça devient quelque chose où tu ne suis plus ce qui est important pour toi, tu suis ce qu'il faut faire. Et on sait très bien que ça fonctionne jamais de suivre ce qu'il faut faire parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire tant qu'on ne s'écoute pas. Mais en même temps, pas aller de l'autre côté dans la partie trop spirituelle, trop se perdre et cette vision-là, la garder comme quelque chose d'une vraie vision et non pas quelque chose d'un peu flou qui du coup rend le business flou aussi parfois parce que je l'ai vu aussi ça. Des personnes qui arrivent à Ouais. vendre certaines choses, comme tu l'as dit, sans avoir trop sans trop comprendre ce qu'il y a derrière
Mais en même temps, il y a aussi l'autre face. De parfois, c'est trop flou ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu restes capé aux 100 000 et que tu n'arrives pas à la faire évoluer et que chaque année, tu reviens avec ce même plafond au-dessus de la tête. Oui. Puis j'ai envie de dire quelque chose en toute vulnérabilité et authenticité, mais 2025 aura été l'année qui m'aura coûté le plus. Mm. Euh, Autant en investissement avec des coachs, mais aussi en énergie, mais en même temps m'aura rapporté énormément en apprentissage, dans le sens où je me suis littéralement éparpillée. Je me suis éparpillée justement dans les il faut, sans me demander si j'avais Mm. envie. Puis je pense que les il faut me rassuraient. Dans le Ouais. sens où je me disais, ah ben si je fais la to-do list, c'est sûr que je vais avoir un résultat parce que c'est un peu ce Oh, qu'on nous envoie comme ah, message. Et j'ai tellement connecté à cette to-do list-là que j'en ai complètement oublié ce que j'avais envie d'être. Fait que je pense que j'ai un peu effrité mon message, euh, j'ai un peu, c'est ça, laissé à l'abandon qui j'étais. C'était quoi la magie de Mélisa Baudry? Qu'est-ce mm. qu'elle avait quand elle parlait, quand elle discutait, quand, tu sais, moi, j'ai jamais de script tout fait. J'ai Mm. jamais de, quand je fais mes coachings, j'ai quelques notes, mais à peine. Je me souviens quand j'étais styliste, je faisais de la télévision. À toutes les fins de semaine, j'animais des chroniques mode. Jamais que j'arrivais avec quelque chose de structuré. Puis tout le monde était toujours épaté par ça, alors que pour moi, c'était tellement facile. Moi, c'est quand Naturel. tu me donnes un texte à apprendre par cœur que là, ben, c'est exactement ce que j'ai fait en 2025. J'ai Mm. essayé d'appliquer un texte par cœur qui était littéralement pas le mien. Puis tu as raison dans le sens où l'énergie masculine et l'énergie féminine doivent cohabiter ensemble. Ouais. On peut pas arriver à quelque chose quand on n'a pas de structure. On doit minimalement structurer notre budget entrepreneurial, nos finances, où est-ce que l'argent va, qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on a envie de poster. Présentement, je suis en lancement. Ben, pendant 14 jours, j'ai des thématiques à tous les jours que je fais en live sur Facebook. Il y a une structure qui est là. Mais ce que j'aime beaucoup, ce que tu as amené comme concept tantôt, c'est de savoir s'entourer aussi des bonnes personnes. Dans Mm. le sens où l'entrepreneur n'a pas besoin d'avoir toutes les qualités pour que ça fonctionne. Alors, si c'est quelque chose qui, pour toi, l'intuition, l'énergie féminine, c'est quelque chose dans lequel tu es bien, dans lequel tu excelles, mais qu'il y a une partie à côté qui dit moi, le masculin, c'est pas quelque chose qui m'appelle, mais j'aurais besoin. Entoure-toi de ces personnes-là qui, eux, sont dans leurs skills, mais vont Ouais. t'aider à élever ta mission. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on se base beaucoup là-dessus de tout faire toute seule. On est Grave. notre marketing, on est notre Ouais. visage, on est notre message, on est notre mission, on est notre comptable, mais à un moment donné, je pense que avec le temps, évidemment, puis il faut avoir les finances pour avoir quelqu'un, mais juste avoir une personne, moi j'ai une personne seulement qui m'aide depuis les 5 dernières années. J'ai pas d'équipe marketing, j'ai personne qui fait mon graphisme, j'ai ma photographe de temps en temps et mon chum aussi qui est photographe pour moi, puis qui ne l'est pas du tout, mais qui s'amuse à prendre des photos de moi quand on est en voyage. Mais On aime ce juste genre de ça job. pour pouvoir rester dans notre zone de génie et ne pas se taper sur la tête parce qu'on ne maîtrise pas toutes les sphères d'une entreprise. C'est pas ça qui fait de nous un entrepreneur ou une entrepreneur à succès. C'est de Mm. savoir où mettre nos énergies pour être pleinement dans notre plein potentiel parce que c'est nous qui va faire tourner la machine. En arrière, la personne qui va mettre le bois, qui va s'assurer que le feu est là pour que ça alimente, c'est ça qu'il faut aller créer autour de nous puis trouver les bonnes personnes pour ça, je pense. Complètement. Il y a un point que tu relèves bien, c'est ce moment charnière où tu arrives à choper les 100 000, mais en même temps, tu n'arrives pas trop à grandir et donc tu as peur d'investir pour déléguer. Je pense qu'en fait, ce moment-là, il est intéressant parce que justement, euh, déléguer, ça veut dire te placer davantage dans cette identité empire-minded, l'identité qui est je veux créer quelque chose de plus grand. Donc, pour créer quelque chose de plus grand, je dois maximiser ma zone de génie, maximiser ma zone de talent, l'endroit où je suis vraiment la meilleure, là où il y a une vraie différenciation et une vraie valeur de m'avoir moi à ces endroits-là. Et je dois commencer à regarder toutes les parties où je suis pas si importante. Voire même, ça me coûte plus cher de le faire moi-même que si je le déléguais. Et ce calcul, il est un peu énergie masculine. Faire le calcul de combien vaut mon heure, mon temps, versus combien ça me coûterait de déléguer, etc. Ça, c'est très masculin. Par contre, derrière, quand tu as délégué cette partie-là, c'est là où ton féminin peut ressortir. C'est là où tu peux te permettre encore plus de féminin si dans ta zone de génie, tu as ce féminin-là. Donc, c'est un moment charnière, ce petit moment parfois de pivot aussi, parce que parfois, il faut changer carrément le business model. Hein. À certains moments, on se rend Ouais. bien compte que c'est le business model qui va plafonner et que du coup, tu vas devoir changer ton business model. Et donc, tu vas devoir déléguer certaines choses. Peut-être que certains coachings seront plus faits par toi à 100%. Peut-être que tu vas sur la partie de livraison, il y aura des choses que tu vas pas pouvoir livrer. Il y aura des choses qui vont être faites par des analystes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce moment-là, je pense qu'il
la partie délégation, il y a beaucoup de questions autour. Il y a beaucoup de parties. Qu'est-ce que je dois déléguer? Comment est-ce que je démarre? Où est-ce que je vais trouver les personnes avec qui, comment est-ce que je vais choisir surtout? Où est-ce que je vais trouver ces gens-là? Et derrière, comment est-ce que j'ai choisi? Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu as choisi justement cette personne qui t'accompagne depuis 5 ans, tu as dit presque. Ouais. Comment est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que purement intuition? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce qu'il y a une petite anecdote derrière ça, peut-être? Je suis vraiment contente parce que si tu m'avais pas posé la question, j'aurais dit, je peux-tu te parler de... En fait, Mélissa, qui est avec moi depuis presque 5 ans maintenant, je l'ai choisie parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de tâches que je détestais faire, qui me confrontaient, de un, dans ma perfection d'être, qui m'a fait travailler sur moi, mais en même temps, que je me disais, mais voyons, je suis donc bien pas bonne là-dedans, comment ça que je suis pas capable, comment ça venait me chercher. Puis, en même temps, je me suis rendu compte que je perdais un temps fou, alors que j'aurais pu mettre ça ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, et si je déléguais ça à quelqu'un? Puis c'est drôle parce que Mélissa est avec moi au départ juste pour faire quelques infolettres seulement. Puis elle me disait tout le temps, Mélie, t'as-tu besoin un petit peu plus? Moi, je pourrais t'aider au niveau des commentaires. Je pourrais t'aider au niveau de... Oh non, non, je suis capable, je suis capable. Puis on a toujours ce thinking-là. Puis j'étais comme ça au départ en me disant, mais ça n'a pas de bon sens parce que si elle me coûte 500 $ par mois, mais c'est 500 $ que je perds. Non. Parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais pas pu faire 500-600 000 par année. Tout ça. Puis pourtant, là, c'est pas un gros budget, là, que j'ai, là-dessus. Mais parce que pendant qu'elle s'occupe de toutes les technicalités qui, moi, me lèvent le cœur, parce que c'est pas mes skills, moi, je peux me concentrer à créer une masterclass, à peaufiner mes accompagnements, à offrir plus de qualité, plus de présence, parce que j'ai pas à penser à ça. Fait que moi, c'est vraiment comme ça. Je me suis assise puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je déteste réellement faire dans mon entreprise? Puis j'ai regardé pourquoi je détestais ça. À savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je déteste parce que ça me confronte en tant qu'humaine puis que je peux peut-être développer des skills puis c'est OK? Ou peut-être que c'est juste parce que j'ai pas envie tout simplement de le faire et c'est OK ça aussi. Mais ça a été très difficile pour moi d'accepter aussi de l'aide. Parce que je pense qu'en tant que femme, on a le sentiment qu'on doit tout porter à bout de bras. On porte la famille, tu sais, il y a été longtemps où est-ce que les femmes étaient à la maison à s'occuper des enfants, à voir au ménage, aux études, à ci, à ça, la nourriture et tout. Et l'homme, lui, partait travailler puis il rapportait l'argent. Il était pourvoyeur de la famille et c'était parfait, c'était un modèle qu'on a connu. À un moment donné, les femmes sont allées sur le marché du travail, mais on n'a pas commencé à faire moins de ménage, moins de devoirs, moins de lessive, moins de nourriture. On a juste ajouté un chapeau de plus et on a continué de se demander d'être autant parfaite dans tous les autres chapeaux qu'on portait. Et je trouve qu'en entrepreneuriat, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, j'avais beaucoup cet aspect-là. Je suis capable de tout faire tout seul, je suis capable de... Mais à un moment donné, on s'épuise encore Et là. tu rajoutes à chaque fois des casquettes et tu rajoutes, ah ben on va rajouter Absolument. telle offre, je vais être capable de gérer telle offre. On va rajouter tel aspect, je vais être capable de gérer tel aspect. Oui, Exactement. Et oui. comment Puis tu l'as même à un choisi moment du coup, donné, Mélissa? ouais, puis tu viens Vas-y, aussi à un pardon. moment donné à faire un tri dans tes offres. Ça aussi, j'étais quelqu'un qui offrait beaucoup de choses, beaucoup de masterclass, des méditations, des soins énergétiques, du coaching. C'est toutes des choses qui me parlent. Mais est-ce que c'est toutes des choses que j'ai besoin de faire? Est-ce que c'est toutes des choses qui me rapportent vraiment, si on parle d'énergie masculine? Est-ce que c'est des choses qui me font vibrer de le faire ou j'ai vu que ça se faisait, que c'était trendy, donc j'ai voulu embarquer dans le trend, puis finalement, c'est pas nécessaire. Je pense qu'on a toutes des offres dans notre entreprise qui sont l'offre clé, qui fonctionnent de façon merveilleuse. Nous, au Québec, on appelle ça un peu notre vache à lait, ce qui fait que l'argent rentre facilement, que le nom est fait et tout ça. Mais on a eu beaucoup dans les médias sociaux la présentation de faire beaucoup d'offres. Des petites offres, des plus grosses offres, des offres gratuites, des masterclass, des ci, des ça. À un moment donné, c'est toutes des choses qu'on se rajoute, puis on n'a plus de focus sur qu'est-ce qui rapportait. C'est Fait que je hyper pense que de intéressant. se concentrer là-dessus, ouais. Oui, parce que quand tu parles de vache à lait, il y a un point pour moi crucial. Euh, Parce que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de faut que ça te fasse vibrer, que tu gardes la joie dans ton business, etc. Et très souvent, cette offre vache à lait, elle fonctionne. Tu vois, elle est Oui, fluide. Et du coup, oui, tu perds un peu parfois l'intérêt parce que bah, tu fais un peu toujours la même chose, quoi, hein. C'est un peu redondant en quelque sorte. Et donc, le ouais. cerveau, quand c'est redondant, oui, c'est familier, donc il aime que ce soit familier, mais il se fait un peu chier, quoi, hein. Il est un peu là en mode, bon, ben, est-ce qu'on va créer une nouvelle offre? Est-ce qu'on va faire un truc un peu sympa? Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ça, le fait de garder cette vache à lait, t'assurer que tu as toujours cette vache à lait? Est-ce que tu as
créer des petites choses à côté quand même pour alimenter cette partie création, parce que ça c'est très énergie féminine aussi, hein, de garder Ouais. cette notion de création. Est-ce que tu as fait évoluer cette offre signature pour t'assurer de garder cette partie de création dans l'offre signature? Comment est-ce que tu as géré cette partie-là pour t'assurer que elle est pas ennuyante pour toi? En fait, j'ai pris une pause pendant 1 an parce que tu vois, présentement, c'est ma 15e cohorte de la méthode M en 5 Ouais. ans. Waouh. Fait que calcule 15 cohortes qui chacune prend 4 mois et demi. Mm. Je dois avoir eu 500-600 femmes en 5 ans qui ont fait ce programme-là. Fait qu'il y a une année, j'ai pris congé parce que j'étais juste écœurée de redire les mêmes choses Ah. jusqu'à temps que je me dise, et si je le ferais différemment? Et si je le ferais bonifié? Et si j'apportais des nuances différentes? Parce que moi aussi, j'ai évolué à travers tout ça. Les relations, le mindset, le corps physique, le corps énergétique, toutes ces choses-là, je les comprends différemment parce que maintenant, j'ai plus de 30 ans dans le cheminement du développement personnel. Alors, j'ai commencé à reprendre la méthode M, mais avec une nouvelle approche. Donc, je bonifiais Mm. chaque module que je pouvais avoir avec des enseignements supplémentaires. Ce qui a été extraordinaire, c'est que des femmes qui l'avaient fait une fois se sont réinscrites une deuxième fois. Et à la deuxième écoute, on fait « Oh my God, mais c'est tellement extraordinaire tout ce que tu as apporté de plus. » Il y a tellement de choses que je comprends différemment aussi avec une deuxième écoute. Il y en a qui l'ont fait jusqu'à 3 fois, ce programme-là. Mm. Puis à chaque fois, ils pourraient le refaire parce qu'à chaque année, j'apporte du nouveau. Donc, ma structure de base, elle est là. Je l'enseigne, Mm. elle est pertinente, mais Et je t'as pas à refaire bonifie. à chaque fois toute la structure. Exact, mais je bonifie selon ce que j'ai appris pendant mon année ou même ce que j'ai appris pendant mon mois pour apporter quelque chose d'encore plus wow à mon monde. Puis oui, j'ai construit quelque chose à côté parce qu'à un moment donné, ces femmes-là ont terminé puis ils m'ont dit, ben Mélisa, nous, on aimerait ça avoir quelque chose qui est encore plus élevé. Pourrais-tu Mm. créer un contenant? J'ai pas créé pour que ma clientèle embarque dedans. Moi, j'attends que ma clientèle me dise qu'est-ce qu'elle a envie et à partir de là, je valide si moi, ça me parle. Fait que la Mm. première fois que mes clientes sont arrivées, qui étaient prêtes à me donner des gros montants, des 4 000, 5 000, 6 000, j'ai fait comme non, ça me tente pas. Puis là, j'avais mon chum à côté qui me disait, mais ça n'a pas de bon sens, t'imagines-tu tout l'argent que tu es en train de perdre? Puis là, oui, mais en même temps, je le file pas. Fait que si je le file pas, je le sais que les gens vont embarquer dans le contenant, puis ils vont se dire, ah, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Ah, finalement, ça me parle pas vraiment. Ah, finalement, j'ai un imprévu, je dois quitter. Toutes les fameuses phrases qu'on entend de, ben, posez-vous la question quand les gens partent. Est-ce que vous êtes vraiment aligné dans ce que vous faites en ce moment? Ou vous le faites parce que vous voulez générer des revenus? Ou vous le faites parce qu'on vous a dit que ça serait une bonne chose de le faire? Fait que c'est pour ça que moi, la première année, j'ai décidé de pas le faire. Deuxième Mm. année, les filles sont venues à la charge. J'étais une dizaine en disant, hey, on veut être tes élites, on veut être... J'ai fait, OK, je le fais, mais à mes conditions. Ça va être comme ça va comprendre ça coûte tant. Les filles ont fait, parfait, on embarque. Puis tu vois, c'est ma deuxième année et les filles Mm. renouvellent en deuxième année dans Élite. Puis c'est même pas un programme que j'affiche sur les médias sociaux. C'est vraiment sur candidature ou des gens que je vois qui sont rendus à un certain niveau que je dis, hey, qu'est-ce que tu en penses si j'ai cette offre-là? C'est moi qui choisis qui fait partie de ce contenant-là. Puis Mm. où I am que j'ai, ben, c'est vraiment un accompagnement qu'une fois que tu as construit ton identité à la suite de la méthode M, ben, cette identité-là, il faut la soutenir sur le long Ouais. terme. Et ça aussi, hein, en entrepreneuriat, peu importe dans les sphères de vie, les femmes font des formations et se disent, oh my God, j'ai tellement eu un boost, je vais partir avec ça puis je vais m'en aller sur le long terme, ça va bien aller. Puis ils reviennent souvent nous voir, je sais pas si toi tu vis ça, mais ils reviennent nous voir 1 an plus tard, 2 ans plus tard en disant, Mélisa, je suis retombée à la même place qu'avant et Mm. même pire encore. Normal. C'est exactement la même chose que quand on s'inscrit au gym. Tu vas t'inscrire au gym, tu vas avoir un boost, tu vas perdre du poids, tu vas voir tes muscles se définir. Arrête d'aller au gym, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre tes acquis. Mais quand tu vas le reprendre, le momentum va se retrouver quand même assez rapidement. Mais Mm. les femmes oublient ça. Puis, se définir pour mieux grandir, c'est un engagement qu'on doit prendre envers soi à tous les jours. Ça Ouais. fait 30 ans à tous les matins, et c'est pas une blague, que quand je me lève et que je lève ma couverture, la première chose que je me dis en me levant et en posant le pied au sol, dans quelle intention j'ai envie de vivre cette journée-là aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je le dis. Pour moi, pour ma fille, pour mes petits-enfants qui vont suivre. Pour Mm. moi, pour que ma fille puisse dire un jour, hey, ma mère, c'était une battante. Ma mère est partie de rien. Elle était dans une petite maison. Elle mangeait des pâtes congelées pour que je puisse avoir du brocoli la semaine que j'étais avec elle. Elle faisait 34 000 par année de salaire. Mais elle s'est battue pour être là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Elle s'est battue pour que d'autres femmes puissent se choisir. Elle s'est battue pour que d'autres femmes... Puis quand je dis se battre, ça veut pas dire se faire saigner puis se mettre à blanc. C'est juste de savoir,
de tenir cette vision-là, puis de dire, il y a pas personne qui va me faire perdre le ballon, tu comprends? Je le Ouais. tiens comme ça, ce ballon-là, puis même si on m'accroche, je vais pas le perdre, ce ballon-là. Ce ballon-là, c'est ta vision. Puis tu Mmh. peux pas la perdre. Puis moi, je me rattache toujours à ça. Quand il y a quelque chose que je vois difficile dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie que ma fille dise de moi de ça? Ou encore, la plus grande version de moi, comment elle réagirait face à cette situation-là si j'étais rendue à cette version-là? Parce qu'elle existe, cette version-là. Qu'est-ce qu'elle me dirait de faire? De pas Mmh. lâcher, de continuer, d'essayer ci, d'essayer ça. Et c'est là que je viens me connecter justement à cet espace divin-là qui est l'énergie féminine. Puis après Mmh. ça, ben là, je mets ça dans la cour de mon équipe qui est l'énergie masculine pour qu'eux autres réalisent le projet puis que moi, je sois soutenue. Mais c'est Ouais. vraiment de cette façon-là, je pense. C'est hyper intéressant parce que dans ce que tu partages, il y a vraiment plein de concepts différents qui permettent de, voilà, aller un petit peu partout sur cet axe. J'aimerais quand même qu'on parle, parce que du coup, hem, dans ton parcours, il y a plein de choses, plein d'évolutions. On parle beaucoup de cette vision de la maintenir. Je crois fortement à cette notion de, avoir ce higher self, cette, haute version de Mm, soi, mm. qui est un peu notre GPS, qui nous permet de nous assurer de faire les choix en rapport avec nos standards, en rapport avec des non négociables, de nouveaux non négociables qu'on va mettre en place avec cette nouvelle identité peut-être, ou en tout cas nouvelle ou ancienne, hein, ça dépend comment on prend la perspective. J'aimerais quand même parler de la manière dont toi tu gères l'empire que tu as aujourd'hui. Donc l'empire, c'est pas seulement le business que tu as, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, tous les impacts, tout ce qui te permet de le faire grandir. Comment est-ce que tu t'assures de le rendre durable? On a parlé de plusieurs points où tu as fait une pause pendant un an sur ton offre signature. Là, tu as eu un moment de fin 2025 de chamboulement personnel qui a eu un impact aussi sur ton pro. Comment est-ce que tu t'assures que du coup, ça va être durable et ça va rester, entre guillemets, et tu auras toujours un maintien sur le long terme qui te permet de jamais revenir complètement à zéro, parce que c'est ce que certaines vont potentiellement vivre si tu continues de t'épuiser. Au bout d'un moment, comme tu n'as rien sécurisé et rien mis de manière durable, tu retombes tout en bas parce qu'il n'y a plus personne pour gérer ton business, parce que tu n'as pas délégué, et donc tu reviens carrément quasiment à zéro, voire même en Ouais. effet pire, selon si tu as des dettes ou autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous partager ce que tu en penses? Je sais pas si ça va être la réponse que tu souhaites avoir, mais la réponse que je te donnerais sur cette question-là, c'est d'être capable de comprendre que notre business doit aussi évoluer comme nous. Hmm. Et c'est ça qui va faire que ça va être durable dans le temps. Ce que j'ai d'ailleurs beaucoup plus compris en 2025, dans le sens où on va connaître un certain succès et on va s'attendre à ce que ce succès-là demeure comme ça tout le temps. Il y a Hmm. des facteurs extérieurs qui vont venir nous influencer, que ce soit des facteurs planétaires, que ce soit des facteurs au niveau de l'industrie ou peu importe, et qui va faire en sorte que notre succès va changer et va changer aussi parce que nous, on évolue. On n'a peut-être plus nécessairement envie des mêmes choses, on n'est peut-être plus à la même place, on a peut-être plus, moi j'ai plus envie de parler à la même clientèle que je parlais il y a 5 ans. Puis ça m'a fait de la peine parce que j'avais l'impression que j'abandonnais des gens. J'avais Hmm. l'impression que je les laissais tomber alors que je leur avais promis que j'allais être là. Mais en réalité, c'est moi que je laisse tomber. Si je ne m'autorise pas à évoluer dans mes produits, dans mes offres, dans ce que je suis comme personne. C'est comme si je me disais, ben Mélisa, t'es une petite fille de 12 ans, puis tu vas rester à 12 ans toute ta vie. Non, on veut grandir, on veut Hmm. évoluer. Bon, peut-être que certaines auraient envie de retourner à 20 ans, puis encore là, je suis pas certaine parce que même à 50 ans, moi, aujourd'hui, je suis pas sûre que j'aurais envie de revivre ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. Mais je pense que c'est de savoir que pour que ce soit soutenable sur le long terme, oui, il faut qu'il y ait une équipe, oui, il faut qu'il y ait une structure en arrière de ça, mais il faut Mhm. aussi être capable de savoir que nos offres vont devoir évoluer en même temps que nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, moi, quand je vends une offre, elle n'est même pas montée ni bâtie encore. Hmm. Parce que je ne m'épuiserai pas à préparer un programme ou à monter une masterclass si au final j'en vends deux. Alors Hmm. moi, je pars avec une idée, je lance cette idée-là, et si l'idée est reçue, je vais bâtir l'offre par la suite pour ne pas m'épuiser dans mon travail. Mais je vais adapter les choses et c'est ça, je pense, qui fait que ça devient soutenable sur le long terme. De savoir que Ok. l'entrepreneur évolue et que son entreprise va devoir évoluer aussi pour que les deux se suivent. Sinon, on va stagner dans une identité qui nous fait faire un 360 tout le temps, puis c'est pas ce qu'on veut. Ouais, et ça devient un cercle vicieux parce que le 360, il perd en intérêt, en fait, derrière. Ça t'est Absolument. déjà arrivé
te créer Ça te quelque... fait du sens, qu'est-ce que je te dis là? Quand je te disais, je sais pas si ça va être la réponse que tu souhaites, mais est-ce que ça te fait du sens? Mais bien sûr, moi j'attends aucune réponse, hein. Je suis pas en attente de quelque chose, donc c'est parfait. J'attends OK. ce qui te vient et ce qui est en rapport avec toi. Et c'est l'objectif Ouais, de ce podcast-là, c'est d'avoir différents points de vue, différents aspects, notamment, ouais. tu vois, rien que sur le mot empire. Je sais que j'ai invité des personnes qui n'aiment pas du tout ce mot-là, tu vois, sont vraiment anti-empire, etc. Et au final, tu vois, on a fait un épisode. Donc, je n'attends aucune réponse, j'attends OK. ta réponse à toi et ce qui te vient. Et de l'honnêteté, hein, ta vulnérabilité comme tu nous le partages depuis le début, donc c'est parfait. Ouais, ouais. Je voulais te demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, de penser à quelque chose, d'avoir une envie particulière de lancer une offre, une masterclass, et en effet d'avoir très peu d'inscrits? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, plein de fois. Comment est-ce que tu réagis à ça? Qu'est-ce que ça crée en toi? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une portion de doute, de remise en question de notre valeur, mais je pense que quand notre identité est solide, on fait juste tout simplement se dire que c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas ce que les gens avaient besoin. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé où est-ce que j'ai même écrit à des gens pour dire, ben écoutez, vous n'êtes que 2, malheureusement, je vais vous rembourser. J'ai jamais eu de honte à ça. Je pense que n'importe quelle entreprise, les plus grands de ce monde vont tester des produits. Il y a des produits qui ne fonctionneront pas. Que ce soit Apple, que ce soit McDo, que ce soit peu importe, tu sais, je pense qu'on a tout ce moment-là où est-ce qu'on essaie quelque chose. Il y a des produits qui fonctionnent plus que d'autres, il y a des services qui fonctionnent plus que d'autres. Je pense pas qu'il faut avoir honte de ça. Mais c'est pour Mmh. ça qu'à ce moment-là, la règle de ce que je te nommais tantôt devient importante. C'est que j'ai pas travaillé pour rien. Fait que Mmh. je me dis, ah, ben tant mieux, c'était une idée que j'avais, mais inévitablement, le besoin était pas là. Parfait. Puis des fois, ça va m'arriver aussi de demander, qu'est-ce qui fait que ça vous a parlé, cette offre-là? Puis là, je vais aller collecter des données, même aussi de le nommer haut et fort, de dire, ben écoutez, j'ai parti une offre, puis même il y a pas longtemps, j'avais parti une offre business et j'ai fait un réel sur Instagram pour dire, ah écoutez, savez-vous quoi, j'ai sorti une offre, j'ai eu 4 inscriptions, je l'ai annulée. J'ai remboursé les 4 personnes, puis je l'ai nommé haut et fort à tout le monde pour que les gens comprennent que ça existe. Et on ne s'est pas planté. On a testé quelque chose. Donc, on est allé évaluer le marché. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ma force à moi, quand j'ai fait la comptabilisation de ce qui avait moins fonctionné, moi, je suis extrêmement forte dans le fait de brasser les gens et leur donner un coup de pied au cul. Je suis quelqu'un qui réveille les consciences, mais je suis quelqu'un qui va être très franche et très honnête. Comme, arrête de te mentir. Ou en tout cas, viens pas mettre ta merde dans ma cour en pensant que je vais la pelleter pour toi. Je vais être là pour t'accompagner, je vais être là pour te donner des outils, mais je me lèverai pas pour faire la job à ta place. Mmh. Arrête de te bullshiter ou arrête. Je suis capable de voir chez les gens, de faire un scan rapide, de dire, il est là le bobo. C'est là que tu te mens à toi-même. C'est là qu'on va aller travailler. Mais quand je m'en vais dans d'autres sujets qui sont plus people pleasing, que je suis là pour dire je te comprends, c'est tellement pas facile, c'est drôle, j'ai pas de réception. Fait que là, j'ai compris que moi, je suis plus une Tony Robbins de ce monde où est-ce que je dois shaker les consciences, Ouais. mais c'est confrontant parce que quand tu shakes les consciences, c'est d'être capable de dire des choses haut et fort que d'autres osent pas dire. Et Mmh. ça veut dire que tu t'exposes à du jugement, tu t'exposes à beaucoup de choses. Mais au final, quand tu te souviens que peu importe, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas quelque chose, ça demeure un choix. De passer Ouais. à l'action ou de ne pas passer à l'action, ça demeure un choix. Puis que dans un cas comme dans l'autre, tu vas inévitablement déranger quelqu'un, être jugé par quelqu'un, être confronté à un obstacle. Fait que, à quoi t'as envie, à quoi t'as envie de jouer? De quel côté t'as envie d'aller, tout simplement? Puis je me suis dit, ben, 2026, brassons les cages. Et c'est Brassons un les choix. cages. C'est ce que tu dis, hein, c'est vraiment la notion de choix conscient. C'est-à-dire que, Ouais, et je pense qu'il y a un peu ce lien aussi, hein, dans l'évolution, de ton business. Quand on fait grandir le business, c'est aussi quand on arrive à faire des choix, assumés, tu sais? À assumer oui, de choisir, de prendre une décision un peu ferme, de choisir de faire évoluer sa cible, par exemple, en se ouais, disant, bah, en effet, peut-être qu'il y a un peu cette sensation désagréable personnelle de se dire: «Ah, mais du coup, j'ai un peu l'impression d'abandonner ma cible actuelle et en même temps, beh, je suis tellement plus attirée par, un autre, une autre cible, une autre target et cetera». Je pense que ça demande des choix conscients et comme tu l'as dit, de plus en plus ton business évolue, plus tu vas faire des choix de plus en plus, parce que c'est toi qui vas être à la ouais, tête de quelque chose qui va être de plus en plus grand. Et donc, si tu es pas capable de faire les choix aujourd'hui conscients, alors que, en effet, tu es au premier palier des 100 000, par exemple, euh, derrière,
le choix à 200, 300, 500 000, comme tu nous expliques là, ils vont être de plus en plus compliqués à faire. Parce que tu auras de plus en plus de Exact. personnes à pleased, à qui faire plaisir, tu auras de plus en plus de personnes qui pourront te juger, tu auras de plus en plus d'impacts sur lesquels ça aura un impact justement. Donc, faire le travail à ce moment-là, au moment où tu es à 100 000 et que du coup les choses évoluent, parce que comme tout plafond, c'est des moments où il y a des choses qui changent, qui se chamboulent. On parlait du business model, là tu parles de la cible, il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent changer à ce moment-là, ou des coupures d'une offre par exemple. Oui. À ce moment-là, ça peut être très intéressant de se challenger sur, eh bien, je vais commencer petit à petit à faire de plus en plus des décisions qui plaisent pas à tout le monde, mais que j'assume, que je suis OK. Et là, on en revient à, je sens que c'est OK d'assumer cette décision-là ou de porter haut et fort tel message, de dire pourquoi pourquoi je fais telle ou telle chose. Je sais que ça, c'était un point, moi, dans mon entreprise où, au début, je sais pas trop dire pourquoi. Pourquoi je faisais mon entreprise, pourquoi je targetais que des femmes, et que je voulais aider que des femmes, pourquoi c'était si important pour moi, je le disais pas trop. C'est-à-dire que je disais, j'accompagne les femmes. Mais il n'y avait pas vraiment de raison particulière derrière, tu vois. Et ben, au moment où j'ai assumé et j'ai dit pourquoi je voulais les accompagner, j'ai dit que je voulais que les femmes soient plus au pouvoir et plus d'influence, etc. Et ben, ça a changé. Ça a modifié un petit peu les personnes que j'avais en face de moi. Et du coup, les personnes qui, en face de moi, réceptionnent ou pas ce message-là. En fait, c'est des filtres, les décisions conscientes dont on parle. Ouais, absolument. Puis les choix assumés, ça veut pas dire que parce qu'on dit que c'est un choix qui est assumé, que c'est un choix qui vient sans peur, sans doute et sans challenge. Tu sais, je vis continuellement avec le doute, la peur et les challenges. À Mm. tous les jours, je vais en rencontrer un de ces trois-là, tout le temps. Sauf que j'ai appris à surfer avec. Puis surtout, j'ai pris conscience qu'il y en a aucun qui me fait mourir. Oui, ça me fait peur. Oui, ça me challenge. Oui, j'ai le doute. Mais au final, je me couche le soir, puis je me lève le lendemain matin. Puis je continue. Mais faut juste que les gens se prennent conscience de ça et prennent conscience aussi de quand tu arrives à du 500 000, 600 000, 1 million annuel, ou peu importe, il y a eu un jour un. Tu sais, moi, je vais toujours me souvenir quand j'ai quitté mon emploi avec une paye stable, avec un fonds de pension, avec des vacances rémunérées, avec des assurances maladie, plein de choses, puis que j'ai parti mon entreprise de styliste, j'ai fait 8 000 $ la première année. 8 000 $. Je pouvais pas vivre avec ça, c'était impossible. Ma carte de crédit était à côté. Je vivais vraiment sur le seuil de pauvreté, mais j'ai pas lâché. L'année d'après, j'ai fait 32 000. Oh, là, j'étais presque au même salaire que quand j'étais éducatrice en garderie. Oh, l'année d'après, 64 000. Là, 92 000. J'ai monté. Puis en coaching, ça a été la même chose. Fait que c'est juste de prendre conscience que quand on regarde une femme qui a réussi, dites-vous une chose, elle a aussi des challenges. Mm-hmm. Elle a aussi des moments où est-ce qu'elle est peut-être en boule dans son lit, avec le pouce dans la bouche, puis elle aimerait ça que sa mère la berce. Juste de, dites-vous que c'est des gens qui sont humains, et ça, on Ouais. l'oublie. Parce qu'on projette beaucoup de réussite sur les réseaux sociaux, très peu de moments où est-ce qu'on tombe. Et moi, je pense que c'est important parce que ça fait partie du cheminement et ça fait partie aussi de l'enseignement, je pense qu'on a envie de laisser, en tout cas moi personnellement, de dire à ma fille, ben, Mm. ça sera pas toujours facile, mais tu as tout en toi pour réussir et que c'est dans les moments difficiles où tu vas être capable d'aller puiser à l'intérieur de ton identité ce que tu as besoin pour faire face à ce que la vie a mis sur ta route. Puis je vais être là pour te l'enseigner. Je te dirai pas que la vie va toujours être rose, qu'il va toujours y avoir des licornes, qu'il y aura toujours des arcs-en-ciel. Même quand ça va bien aller, ça se peut qu'un jour tu te lèves puis tu tournes le coin de rue puis qu'il se passe quelque chose. On appelle ça la vie. Et ça, on l'oublie trop peu sur les médias Mm. sociaux, puis les entrepreneurs voient que le succès. Mais ce succès-là, dont le mien, parce que je vais m'inclure dans ça, ça fait 30 ans que je le travaille. Ça fait Mm. 5 ans que je suis coach, ça fait 15 ans que je suis en entrepreneuriat, mais ça fait 30 ans que j'ai commencé à travailler sur ma personne en disant, OK, qu'est-ce que je veux de ma vie? Mm. 30 ans à tous les jours, à semer une graine, à la cultiver, à l'arroser, à la faire mourir, à en replanter un autre, à recommencer. J'ai pas arrêté. Fait que ce que je récolte aujourd'hui, c'est pas 5 ans d'entrepreneuriat de coaching. C'est pas Mm. 15 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est 30 ans de travail sur soi. Puis je suis loin d'avoir terminé. J'ai que 50 ans. Bon, il m'en reste moins que j'en ai de fait, mais il me reste encore des belles années à travailler sur moi, puis je vais continuer jusqu'à la fin. Parce que chaque être humain, si on pense de cette façon-là, on est tout en train de laisser un héritage à une femme quelque part. Tu sais, il y a sûrement une femme qui va écouter notre conversation aujourd'hui, puis qui va se dire, mon Dieu, que ça tombait à point. J'avais tellement besoin de ça.
juste parce qu'on va avoir pris notre temps, qu'on va s'être assis ensemble, qu'on va avoir créé cette conversation-là, cette co-création-là, et que quelqu'un va en bénéficier. Peut-être qu'on va avoir donné le goût à quelqu'un de quitter son emploi pour partir son entreprise. Peut-être qu'on va avoir donné de l'espoir à quelqu'un de poursuivre son rêve, même si en ce moment, c'est un peu plus difficile. On va peut-être avoir donné le goût à quelqu'un de dire « Hey, c'est vrai, je le fais pas juste pour moi, je le fais aussi pour ma fille, je le fais pour toutes les femmes qui ont peut-être pas le courage de le faire en ce moment. » Quand moi, je me suis fait ramasser sur les médias sociaux il y a pas longtemps, puis qu'on m'a vraiment sali de tous les côtés, j'ai pris la parole, j'ai fait un live, puis ça m'a pas atteint pour une chose, parce que d'un, je savais que les gens, ce qu'ils disaient n'était pas vrai sur moi. Ça, je le savais profondément. Puis je me suis dit, je vais aller parler haut et fort de mon intimidation sur les médias sociaux, parce que combien de petites filles en ce moment ont 8, 9, 10 ans, sont dans une cour d'école, ils sont en train de se faire écœurer, puis ils sont sans Et qui défense. n'ont pas les 30 ans de travail sur soi en amont. Alors, pour toutes ces petites filles-là, pour toutes montrer à ces mamans-là de dire, ben, si on parle pas devant l'intimidation va durer. Et j'ai eu une trolley de manifestations, de stories, d'encouragement, 300-400 partages de mon live. C'était incroyable la dose d'amour que j'ai reçue des clientes à moi qui me défendaient. J'avais rien demandé. Tout s'est passé toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai tenu mon ballon. Puis je me suis dit, peu importe qui va m'accrocher, je perdrai pas cette mission-là. Puis c'est drôle parce que je te le nomme, puis c'est comme si tu m'aides aujourd'hui, puis je veux te remercier pour ça, parce que cette conversation-là me fait encore plus ancrer à l'intérieur de moi cette vision-là pour 2026. Moi, je suis pas dans la vision de c'est quoi les 5 prochaines années. Je me dis, je vais au moins avoir la vision du moment présent pour que cette journée-là, quand je vais la terminer, je sois extrêmement satisfaite de me regarder dans le miroir, parce que c'est ce que je construis aujourd'hui qui va construire demain. C'est tellement beau. Merci à toi énormément. On termine sur la dernière question dans ces 30 ans de travail sur toi. Justement, aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'une femme empower-minded ne peut pas se permettre de tolérer? De se taire. On a besoin de femmes qui prennent la parole pour encourager d'autres à le faire. Puis je pense que cette année, encore plus en année 1 avec l'ère du Verseau, la femme a besoin de reprendre son pouvoir féminin et reprendre sa place. Puis ça, je pense que toi et moi, on est toutes les deux dans cette mission-là. Complètement, complètement. Merci infiniment, Mélisa. C'était un plaisir de pouvoir parler Merci à avec toi, toi. d'avoir ta vision de l'entrepreneuriat, de l'empire, du business, que tu nous partages aussi ces moments de vulnérabilité que tu as pu vivre de manière très transparente. Merci encore infiniment. C'était un plaisir d'avoir co-créé en effet cet espace à travers cet épisode de podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.